À présent, notre invitée, une prof de philo, on vous l'a annoncé tout à l'heure, très médiatique, hein, son visage est passé absolument partout. Il va continuer à le faire puisqu'elle édite un livre par an sur la philo, la pop philo comme elle l'appelle. Voici Marianne Chaillon. Bonjour Marianne, on se parlait tout à l'heure en début d'émission, je dis qu'est-ce que vous êtes prolixe. Vous avez édité pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouquins. Là j'ai toute la librairie Marianne Chaillon, hein, c'est ça? Oui, pour l'instant. Voilà, et pour l'instant, et ce n'est pas fini puisqu'au mois de novembre, un nouveau livre est en préparation qui s'intitulera Game of Thrones. Une fin sombre et pleine de terreur. Et pleine de terreur. Elle se passionne pour Game of Thrones. Oui, elle est prof de philo dans un lycée de Marseille. Vous avez d'ailleurs, la semaine dernière et cette semaine, accueilli vos nouvelles classes. C'est difficile de faire aimer la philo à des lycéens. Comment vous y prenez pour vulgariser à ce point, mais que ce soit à la fois intéressant et solide comme philo? Je crois que la clé de la réussite que je connais avec mes élèves tient à mon enthousiasme. D'abord, ouais. Je crois à la passion. Il y a un philosophe qui s'appelle Hegel et qui dit que rien de grand ne s'est accompli sans passion. Ouais. Alors, j'ai la passion du métier, j'ai la passion de la philo, j'ai encore assez d'énergie. Chaque année, j'ai peur d'en manquer, mais manifestement, ça tient encore le coup cette année. Ouais. Et du coup, finalement, les élèves, ils n'attendent que ça. Hein. Parfois, ils croient être réfractaires a priori à l'effort, à la lecture, mais pour peu qu'on les accompagne, qu'on les prenne par la main et qu'on leur montre que la philosophie n'a rien d'une discipline austère réservée à des vieillards en toge, je pense aux philosophes grecs, voilà. Mais que ça les concerne dans leur vie quotidienne, alors ils s'enflamment. Et c'est beau de voir cette jeunesse qui pense, alors même qu'on croit qu'elle est totalement aujourd'hui aliénée par les réseaux sociaux, etc. C'est pas vrai, ils ne demandent que ça. Et ils demandent à ce qu'on allume cette petite flamme que vous savez visiblement allumer. Quel est votre secret pour les intéresser à la philo? Qu'est-ce que c'est par exemple votre définition de la philosophie? La première fois où vous les voyez, vous leur expliquez quoi? Qu'est-ce que c'est la philo? Alors, je ne leur explique pas ce qu'est la philo. La première fois que je les vois, j'essaie qu'ils sortent de mon cours en étant complètement traumatisés. À ce point? Mais dans le bon sens du terme? Bien sûr. Oui. Je veux qu'ils sortent... Par exemple, là, mon premier cours, c'est « Est-ce qu'on peut penser par soi-même » Et alors, ils arrivent, ils sont sûrs d'eux-mêmes. « Oui, mais enfin, mais vous m'insultez. Bien sûr que je pense par moi-même. » Et je leur montre en peu de questions, en fait, que rien de ce qu'ils possèdent ne leur est propre et qu'ils l'ont repris à un tel ou un tel, et que finalement ils se disent mais en fait est-ce que je pense et ils sortent et ils sont terrifiés, mais qui suis-je, se demandent-ils. Il y a un de vos livres qui s'intitule « Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?» sur la PMA, l'euthanasie, la GPA ou encore l'avortement. Ça c'est un livre que vous avez sorti il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Un an, ouais. Il y a 1 an. Et ça c'est vraiment typiquement avec ce genre d'arguments que vous arrivez à les intéresser, vos élèves. En fait c'est mon cours, hein, tout bêtement, en version longue, évidemment, mais c'est plein d'expériences de pensée. Alors ce livre-là, il est paru au moment où devait s'ouvrir la révision des lois de bioéthique l'an dernier. Ça n'a pas eu lieu, mais ça va avoir lieu cette année. Ce sont des thèmes qui suscitent dans le débat public des passions. Et moi, j'essayais de ramener un peu de raison là-dedans et surtout de montrer à tous ceux qui prennent la parole que finalement, ils ne sont pas bien certains de leurs propres opinions. Voilà, et donc je fais un livre ludique, toujours, sur des questions sérieuses, mais ludique, pour que chacun... C'est pas un livre d'opinion, je ne dis pas quoi penser, mais j'essaye... Vous ouvrez tous les champs. Je permets aux gens, en tout cas, de rationaliser leurs intuitions, leurs émotions, et de leur fournir un kit à outils pour affronter les débats qui ont lieu. Voilà, ça c'est une boîte à outils pour forger sa propre opinion. Penser, exactement. Sans qu'on vous dise quoi penser, justement. Il y a aussi... ce que vous appelez la pop philo. Oui. Alors, c'est pas vous qui avez inventé le concept, mais c'est quoi la pop philo? Et on va avoir un extrait dans un instant ce qu'on appelle un combini. Vous savez, c'est une petite vidéo virale sur Internet où vous expliquez le bonheur via Aladdin de Disney. Alors ça, c'est carrément chouette. Qu'est-ce que c'est alors la pop philo? Alors pour moi, la pop philo, telle que je la pratique dans mes livres, elle répond à 2 objectifs. Le premier, c'est de montrer que la culture dite populaire, donc Harry Potter, les chansons de variété, des séries télévisées, etc., ne sont pas des objets totalement inconsistants, dénués de profondeur et de sagesse, mais qu'au contraire, quand on
pratique ces objets-là, eh bien, sans s'en apercevoir, on apprend déjà un certain nombre de leçons qui sont déjà des leçons de philosophie. C'est le premier point, donc promouvoir la culture populaire, d'une part, qui est souvent décriée, et d'autre part, montrer un autre visage de la philosophie. Vous voyez, vous nous montrez une très belle sculpture derrière d'un philosophe, j'imagine, mais c'est ça l'image qu'on a de la philosophie, des vieillards. Quelque chose de très sérieux. Qui doit intéresser des gens qui ne sont pas dans la vie réelle, dans la vie vivante, et de montrer que la philosophie, ça nous aide à vivre. Voilà. Donc la pop philosophie, c'est ça, c'est s'attacher à des objets pop et rendre pop elle-même la philosophie. Et comment ça nous aide à vivre? Par exemple, en se disant que le bonheur, c'est pas si compliqué que ça. Écoutez la vision du bonheur et toute la philosophie qu'il peut y avoir dans un dessin animé comme Aladdin de Disney. Regardez. Qui ne s'est pas demandé parmi vous, en regardant Aladdin, quel vœu nous ferions si nous avions la lampe? Tu exauces les souhaits. 3 pour être précis. Sans doute nos vœux seraient différents, mais ils viseraient la même chose, le bonheur. Faut-il chercher à être heureux? Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde? Aladdin, ayant appris que Jasmine était la fille du sultan, pense ne pas pouvoir être aimé d'elle. C'est pourquoi il demande au génie de le transformer en prince Ali. Génie, je souhaite que tu fasses de moi un prince. Et là, c'est la scène que nous nous rappelons tous de l'entrée en fanfare dans Agrabah, Aladdin hissé sur le haut d'un éléphant, avec le génie qui parcourt les rues. Et Jasmine est la seule à ne pas apprécier ce spectacle. Aladdin, semble-t-il, s'est trompé. Avant de faire ses vœux, Aladdin aurait dû relire ou lire les essais d'un philosophe qui s'appelle Montaigne. Parce que Montaigne nous apprend que le bonheur ne tient pas du tout à la possession de biens. Je ne suis pas heureux parce que j'ai tout un certain nombre de choses. Mais je suis heureux. Le bonheur est un rapport d'être, et un rapport à soi-même. Montaigne nous enseigne donc que, d'une certaine manière, rien ne nous sépare du bonheur, sinon nous-mêmes, sinon le jugement que nous portons sur notre propre existence. Montaigne écrit que chacun est bien ou mal selon ce qu'il s'en trouve. C'est à partir du moment où je réalise que je n'ai besoin de rien de plus que ce que j'ai déjà pour être heureux, que je peux le devenir. Voilà, c'est pas avoir, c'est être le bonheur. Et on arrive à trouver des corrélations avec Montaigne ou Pascal dans des dessins animés. Vous pensez que c'est inconscient de la part des auteurs ou que c'est sciemment qu'ils ont écrit ces contes? Alors, pour ce qui est des Disney, c'est le livre que j'ai consacré aux dessins animés de Disney. Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. Les Disney s'appuient sur des contes littéraires dont la profondeur philosophique, à mon avis, est voulue par les auteurs. Après, je me suis intéressée à Harry Potter, je me suis intéressée à Game of Thrones, et j'ai écrit aussi un livre sur Amélie Nothomb. Du coup, je peux répondre à votre question parce que je me posais la question, est-ce qu'ils le veulent vraiment ou pas? Ou est-ce que c'est un concept? Et enfin, j'ai eu un retour d'un des auteurs dont je parle, Amélie Nothomb, qui a répondu à ça et qui a dit tout ce que vous avez vu de philosophie dans mes œuvres, effectivement, c'était pas toujours conscient, mais ce sont des lectures que j'ai faites, ce sont des lectures qui m'ont nourri, qui m'ont imprégné et que je retransmets parfois sans même m'en rendre compte. Voilà, on pourrait j'aimerais passer au moins 1 heure avec vous parce que c'est génial de parler de philo et d'être à ce point intrigué, intéressé. On va terminer avec quelque chose de très pop. Ça s'appelle la playlist des philosophes. Je vous le conseille. À l'intérieur, des chansons que tout le monde connaît. Et que vous avez disséqué. Et là aussi, dans les chansons populaires, il y a énormément de philosophie. Et oui, en fait, je souffrais énormément parce que j'aime beaucoup la chanson de variété, j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, et quand j'en parlais autour de moi, on me disait quoi, cette daube, les textes sont minables, enfin, la chanson de variété que nous aimons, que nous pratiquons, passe aux yeux de certains comme quelque chose, comme le degré zéro de l'art musical. Et moi, j'ai voulu prendre le pari et défendre ces chansons-là en disant, mais c'est pas vrai, en fait, quand on écoute France Gall, par exemple, dont les chansons sont écrites par Michel Berger, qui a une licence de philosophie, eh ben, en fait, on apprend des choses et ça nous aide à vivre. Donc, c'est exactement la démarche de la philosophie. Voilà. Et si on écoute l'envie de Johnny Hallyday, juste le message à l'intérieur, c'est lequel, le message philosophique? Le message, c'est que probablement vous souhaitez que tous vos désirs soient assouvis, j'imagine. On préfère, non, être satisfait plutôt que frustré. Ouais. Eh bien non. Si on avait lu un philosophe qui s'appelle Rousseau ou un autre philosophe qui s'appelle Johnny, on le saurait, parce qu'il faut connaître le manque pour que le désir apparaisse. Et le bonheur réside dans le fait de désirer et non pas dans le fait d'obtenir.
l'objet de notre désir. Marianne Chaillan, est-ce que vous reviendriez sur ce plateau au mois de novembre quand votre nouveau bouquin sort? Parce qu'on a encore des tas de questions à vous poser. Donc pour le prochain Game of Thrones, signé Marianne Chaillan, on aimerait vraiment vous avoir avec nous. Merci beaucoup. C'est quoi votre style musical à vous? La variété française, par exemple? J'écoute tout. Et avec mes élèves, je suis obligée de me tenir à la page. On va être dans l'éclectisme là aussi. Voici notre duo musical. Pour terminer, c'est un duo frères-sœurs.